Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre. Pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple, la RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le président Assimi Goïta dirige depuis 2020 et demain de mettre la transition malienne. Une transition initialement prévue pour prendre fin le 26 mars 2024, mais qui finalement se poursuit. Seulement voilà, il y a des Maliens qui s'insurgent, qui veulent la fin immédiate de cette transition et l'organisation d'une élection présidentielle, ce qu'exclut catégoriquement le pouvoir malien. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Quel regard porter sur la situation politique actuelle au Mali? Trois Maliens avec moi pour en parler. Ramata Maïga Koulibaly, vous êtes la coordinatrice du mouvement M5RFP, Diaspora France Europe, totalement en phase avec le pouvoir malien, de même qu'avec la transition dans votre pays. Vous revenez d'ailleurs, Madame Ramata Koulibaly, du dialogue intermalien pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale nationale qui vient de prendre fin. C'était le 13 mai dernier. Vous comprenez tout à fait qu'on ne puisse pas organiser une élection présidentielle dans les conditions actuelles. Mais quelles sont-elles? On va en parler au cours de cette émission. Légaliste, vous ne vouliez pas du tout débattre d'une situation qui rentre dans l'illégalité, mais j'ai beaucoup insisté pour que vous participiez à cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sadio Morel, Kanté, journaliste, analyste politique, vous avez été à l'initiative et avec d'autres Maliens de la mise en place de ce que vous appelez l'Assemblée citoyenne du Mali. De quoi s'agit-il concrètement? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oussouf Diagola, vous êtes journaliste vous aussi, prestataire de services et conseils médias aux professionnels et aux particuliers, directeur de l'agence Nabara, observateur et analyste de la vie politique malienne. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous posez, que vous portez sur la situation politique actuelle dans votre pays, le Mali. Merci Richard de m'avoir invité. Je commence par vous. Sadio Morel, Kanté. Dans un pays, lorsqu'on est en guerre, on suspend les activités politiques, on se concentre sur la défense de l'intégrité territoriale, on se concentre sur les moyens d'une victoire contre l'ennemi.
C'est du moins ce que pense le pouvoir malien. Mais vous ne semblez pas d'accord avec le pouvoir malien. Vous voulez la fin immédiate de la transition. Je n'ai pas dit que je veux la fin immédiate de la transition. Je veux une autre fin, un autre processus qui emmène des éléments démocratiques en place, quitte à ce que nous changeons de constitution pour avoir un pouvoir plus participatif, c'est-à-dire un pouvoir législatif et sans présidence. Voilà ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Alors, lorsque vous me dites que nous sommes dans l'illégalité, vous me mettez très à l'aise pour répondre. Vous savez, au Niger, Tiani a mis l'état de siège chez lui. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a que sa voix qui se fait entendre. Au Mali, ce n'est pas le cas. La Constitution n'a pas été suspendue. N'oubliez pas que ceux qui pensent que nous sommes illégaux aujourd'hui ont pris le pouvoir quand même par les armes. En arrachant au peuple sa victoire, son mouvement. Et ses revendications n'ont pas été prises en compte. Donc si par 2 fois, ce pouvoir qui nous traite d'illégaux justement, c'est ça que moi je reprenais, c'est pas moi qui vous traite d'illégal. Oui, j'arrive. A pu se dédire par 2 fois, après des serments prêtés, et qu'il y avait d'abord 2 fois 12 mois, avant que, face à une proposition, lorsque la CEDEAO demandait un calendrier électoral, ils sont venus proposer un calendrier politique reconduisant la junte militaire à 2 ans de plus que ce qu'ils avaient dit à la CEDEAO. Ces 2 années, décidées par leur propre charte, prend fin le 26 mars 2024. Alors, après près de 4 ans de gouvernance dans la pure illégalité. Dans la pure illégalité, dites-vous. Comment voulez-vous que cela nous traite, nous, qui voulons autre chose, qui voulons même quand nous avons mis le panel en place, le panel des démocrates en place, nous ne comptons pas imposer des ministres. C'est qu'il n'y aura aucun politicien avéré dans notre parti et que nous allons élire, le Parlement va élire les 7 membres de gouvernement pour pouvoir déployer leur calendrier. Voilà. Rappelons les principes. Actuellement, toute activité politique est interdite. Oui, mais c'est justement ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, moi, je rappelais juste un cadre. Vous avez mis en place ce 18 mai l'Assemblée citoyenne du Mali. Vous appelez ça une Assemblée citoyenne du Mali et vous vous apprêtez à former un gouvernement parallèle. En exil. On est d'accord qu'on n'est plus dans le cadre de la légalité. Je ne suis pas, moi, je suis juge constitutionnel, mais ça, au moins, on peut constater. Lorsqu'on parle de gouvernement parallèle, on sort déjà du cadre de la légalité. C'est tout ce que moi, je tenais à rappeler par rapport à... Je veux dire que quand on en arrive à créer un gouvernement parallèle, c'est que les cadres légaux, les dispositions légaux sont déjà violées dans le pays d'accueil. Sans doute avez-vous raison, Madame Maïga. Répondez à votre compatriote. Merci, Richard, de m'avoir invité. C'est vrai que j'ai vraiment hésité pour venir parce que, en réalité, Madame Kanté, qui est en face de moi, elle l'a dit d'ailleurs, qu'on était côte à côte à lutter au moment où le Mali était tombé, était dans le trou, on était côte à côte. Mais ce changement, ce revirement, je ne le comprends pas. Mais au passage, permettez-moi de rendre hommage à tous nos concitoyens, à tous ces militaires civils qui sont tombés dans cette crise multidimensionnelle, une guerre qui nous a été imposée et dont le Mali a perdu énormément de concitoyens, de Maliens. Même ce 21 mai. Ceux qui sont, également les militaires qui sont venus de l'extérieur pour nous aider, qui sont tombés. Et je dis, on peut observer une minute de silence à leur mémoire. Merci. Alors, si j'entends Sadio dire que le gouvernement, tout ce qu'elle vient de dire, qu'il y a un gouvernement illégal, des autorités qui sont illégales au Mali, je suis désolée et j'ai mal dans la mesure où
vous crachez sur les milliers de Maliens qui sont sortis. Non, ne me culpabilisez sur pas. Les ça, millions de Maliens qui sont sortis. Non, vous répondrez après. Oui, mais c'est déjà trop fort. Vous répondrez après, s'il vous plaît. Je ne t'ai pas coupé, tu ne me coupes pas. Tu as l'habitude de couper les gens et tu t'imposes. Non. S'il vous plaît. Là, il faut vous allez répondre après. Il y a des règles. Si elle veut répondre, elle répondra après. S'il vous plaît. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas illégal aussi de couper. Hein. Non. Oui, mais ce n'est pas illégal. Mais non, c'est la bienséance qui demande qu'on laisse. S'il vous plaît. Tout simplement. Oui. On est venu pour nous exprimer. C'est un ça. débat, effectivement. Mais je vous ai laissé parler, vous me laissez parler. Voilà. Je dis et je répète. C'est cracher, c'est vraiment anéantir tout l'effort que ce peuple, ce brave peuple malien, qui a souffert pendant des années, a souffert de la malgouvernance, a souffert de l'insécurité, a souffert de la gabegie, a souffert, sans compter en 2012 que des terroristes, qu'on appelle des djihadistes, le MNLA, alors que ce sont les mains armées de l'Occident, sont venus mettre notre pays à terre. Tout ça, rajouté, le peuple en avait ras-le-bol. Et c'est ainsi qu'à travers le M5 RFP, tous mouvements confondus se sont retrouvés pour dire stop, il faut que ça s'arrête. Et c'est ainsi que nos militaires, là, c'est le lieu de les remercier, de remercier nos jeunes colonels qui sont venus parfaire la révolution malienne, sans quoi ça se terminait dans un bain de sang. Ils ont fait leur devoir régalien qui consistait à stopper et à faire démettre le Ibeka, qui était le président de la République, pour que le Mali ne puisse pas tomber plus que ce l'était. Alors, si vous les traitez tel que c'est, franchement, je suis désolée. Je suis complètement désolée. De même que je suis désolée que vous pensez que je m'attaque au peuple malien, non. Le peuple s'est battu, il est sorti dans la rue, sa victoire, ses revendications jusqu'à présent n'ont pas été prises en compte. Les revendications, entre autres, du M5 RFP, c'était de faire des réformes afin que les élections puissent se tenir, que la Constitution puisse être réglée et qu'il n'y ait plus de gabégie, tout ce qu'elle vient de citer. Or là, budget 2022, rapport du vérificateur général 2023, 700 milliards ont disparu des caisses de l'État malien, sans que personne ne rende compte. 700 milliards. Toutes les libertés sont confisquées, toutes. Et que ce pouvoir, qui a quand même tenu des élections et référendums en juin 2023, et qui peine à tenir des élections pour qu'on passe à autre chose. On nous dit que c'est à cause de la guerre. Mais qui aime le terrorisme? Personne. Qui aime voir les Maliens. Mais vous pensez plutôt que Non, moi je parle du pouvoir qui s'éternise et qui n'a pas ce droit. Aucune constitution, même pas sa propre charte, ne le lui permet. Donc me culpabiliser face au combat du peuple malien qui était noble et qui a été tué, entre autres, devant chez l'imam Diko, dont personne ne parle pratiquement. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'illégalité de ce pouvoir. Aujourd'hui, illégal, et même par sa propre charte, qui mettait fin à son pouvoir le 26 mars, continue à être légal. C'est tout. On va aborder les choses s'il vous plaît, d'abord, et très rapidement, M. Diagola. Vous dites quoi par rapport à ça? L'une qui décrit un pouvoir illégal et l'autre qui tout à fait, d'abord, qui magnifie ce pouvoir qui a apporté une forme de stabilité aux Maliens et qui s'attaque aux défis, dit Mme Ramata Coulibaly, aux défis essentiels des Maliens. Le regard que vous portez sur cette situation, c'est lequel? Non, moi, je crois qu'il faut essayer de discuter en toute sérénité et d'essayer d'avoir de la hauteur pour vraiment examiner les choses. Sadio parle de l'illégalité du pouvoir en place et je pense que ce pouvoir en place n'est pas du tout illégal parce que d'abord, la charte dont elle parle, la charte a été modifiée et la charte modifiée dit très bien que le président de la République reste en place jusqu'à l'élection et
jusqu'à la transmission du pouvoir légal après le référendum. Non, jusqu'à la prise de pouvoir du président élu. Il n'a pas dit qu'on n'organise pas les élections. Il n'y a pas eu de président élu d'abord, donc le pouvoir en place est encore légal. Deuxième acte de légalité, il y a une nouvelle constitution qui a été votée au mois de juin dernier, je crois, et cette nouvelle constitution dit la même chose. Dans la hiérarchie des normes, quand on prend des normes de loi, c'est d'abord la constitution, aujourd'hui, actuellement au Mali, puis la charte de la transition, et puis après, il y a des autres lois ordinaires qui arrivent. Donc, en termes d'illégalité, c'est de bonne guerre. Quand on est dans l'opposition, on dit ce qu'on pense, ok. L'autre truc que je vais dire par rapport peut-être à la position de Mme Maïga, je crois, ou Mme Koulibaly, s'il vous plaît. Mme Koulibaly, c'est vrai que le Mali a souffert de la crise multidimensionnelle et qu'aujourd'hui, on est en train, du côté du pouvoir en place, d'épingler encore cette crise multidimensionnelle pour essayer d'allier encore tout le monde. Moi, je comprends parfaitement qu'il y a des Maliens qui ne soient plus d'accord avec ce qui se passe, avec la gestion actuelle, avec la façon dont les choses se passent, qui peuvent le dire. Ça, c'est vrai, il faut essayer qu'on essaie de qu'on prenne de la hauteur pour examiner les choses et se dire, écoutez très bien, le pouvoir, quand il est venu, il avait dit 18 mois. C'est ça. 18 mois, tout le monde savait que ce n'était pas possible à le faire. Il y a eu la refondation, la rectification. Quand le Premier ministre actuel, Choguel Kokala, est arrivé, Choguel Kokala a dit qu'il va tenir les choses dans les délais. C'est ça. Ça n'a pas été fait. On a demandé à proroger la transition. Ça a été fait. Mais ce qui est plus important en ce moment, c'est que pratiquement l'ensemble des partenaires, surtout les partis politiques, étaient d'accord avec la prorogation de la transition. Jusqu'au 26 mars 2024. Pas jusqu'au 26 mars 2024. Parce que quand on c'est quoi la date finalement? Quand on a dit qu'il va y avoir un léger report de l'élection législative et présidentielle, on n'a pas fixé de date. Personne n'a parlé du 26 mars. Ça, il faut le dire. Et là, tous les partis politiques étaient d'accord avec ce report parce qu'avant que le gouvernement ne décide, il y a un comité entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques qui existent, le cadre de dialogue politique entre le ministère et les partis qui existent. Il les a consultés et des partis importants avaient même donné d'autres avis vers lesquels le gouvernement ne s'est pas... Monsieur Diagola, excusez-moi, s'il vous plaît. Clarifions un point avant de marquer une courte pause. Il n'y a dans le monde aucun pouvoir qui ne s'exerce sans qu'on ne sache quand est-ce que ça finit son mandat. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, la question c'est pourquoi on ne nous dit pas, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 3 ans, même si c'est dans 5 ans, il faut quand même, on ne peut pas comme ça naviguer. Exactement. Les politiciens, les journalistes, les intellectuels, tout le monde est en train de dire aujourd'hui au gouvernement en place, à la transition en place, on n'est pas contre encore même une prorogation. Mais bien sûr. Mais dites-nous juste dans quel délai. C'est tout ce qu'on demande. Le peuple, à travers la DENI, c'est le dialogue national inclusif. Ça a été demandé. Le dialogue national inclusif, c'était avec IBK. C'est les assises nationales de la refondation. Les assises nationales de la refondation, c'est ça. Dans les assises nationales de la refondation, ça avait été demandé que la transition soit prorogée de 2 à 10 ans. Mais ça a été retenu en finalité de 2 à 5 ans. On est encore dans les 2 à 5 ans. Il faut le dire. Les assises nationales de la refondation n'étaient pas une assemblée délibérative. C'était juste une assemblée consultative. Mais aujourd'hui, le peuple, on parle de démocratie. On parle de démocratie. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui plébiscite la transition. Oui. Est-ce qu'il y a démocratie plus que ce que demande le peuple? Sauf que aujourd'hui, c'est le peuple qui a demandé. Oui, mais cette forme de demande n'existe pas dans nos institutions. Parce que tout simplement, vous parlez d'institutions, moi je parle du terrain. Aujourd'hui,
est-ce que vous qui avez créé votre partout, je ne sais pas quoi, vous pouvez aller faire des campagnes dans le Nord? Vous pouvez aller faire campagne dans le Nord. Où qu'il soit. Au Mali, est-ce que vous pouvez sortir, aller faire campagne? Non. Ce n'est même pas ça. Parce que un pays qui est en guerre, c'est pas possible. Un pays du moment qu'il a été possible. S'il vous plaît, vous allez répondre tout à l'heure. On laisse madame finir très rapidement. On laisse madame finir. Je prends au moins le même pouvoir. On laisse madame finir, on laisse madame Coulibaly. Un pays qui est en guerre, le Mali est en guerre. Un pays qui est en guerre ne peut pas se permettre, comme on le faisait dans le temps, on saupoudre, on met tout l'argent pour accompagner les gens, il y a bourrage d'urnes par-ci, par-là pour dire que c'est des élections. Aujourd'hui, le Mali a besoin de stabilité. Le Mali, donc, la stabilité, c'est sécuritaire. Les populations ont besoin d'être d'abord sécurisées. C'est un point important que vous évoquez. C'est un point très important. Oui, finissez très rapidement, on marque une pause et puis elle vous répondra quand on revient. La question sécuritaire est une question importante. La question sécuritaire est une question importante. Oui. Il n'y a que le Mali qui a pu faire face à une armée qui n'existait pas, absolument pas. Donc il fallait former l'armée. Une armée qui n'avait pas d'armes, qui n'avait pas d'outils, qui n'avait rien. Aujourd'hui, nous sommes bien équipés et l'armée est en train de faire face à ça. Et seul le Mali, aujourd'hui, fait face également à tout ce qu'il y a comme problème alimentaire, problème d'électricité, problème de tout ce qui est social. C'est le Mali seul, en tout cas, dans cette ère, dans cette période-là, qui est face à tous ces problèmes-là. Vous pensez que ceux qui se disent démocrates, ils étaient là au pouvoir depuis combien de temps? 32 ans durant. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous, vous qui dites que vous êtes des démocrates, oui, ceci, cela, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu le Mali tomber. Le Mali est tombé entre vos mains. Aujourd'hui, au lieu de dire, bon, voilà, le Mali est tombé, il faut qu'on se donne la main, nous, que ce soit société civile, que ce soit parti politique, mettons le Mali au-dessus de tout et sortons le Mali de là. Non, il faut que vous tirez, encore, vous pensez à vos intérêts. Faites votre propre mea culpa pour que ce Mali-là... Bon, je propose qu'on marque une coup de pause, on revient tout à l'heure, dans quelques minutes, et vous aurez l'occasion de répondre à Madame Coulibaly. À tout de suite. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.